Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo revue lecture. Nous allons parler de ce livre, Être homosexuel aux Antilles. Comme vous le savez, j'essaie de tenir un rythme de vidéo à hauteur de une vidéo par mois, mais ce n'est vraiment pas facile en ce moment. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, afin d'être sûr de pouvoir vous tenir cette vidéo pour le mois de février, c'est de vous proposer une vidéo sans montage. Je vais essayer de faire la vidéo en une seule traite, comme ça je vais gagner du temps et je vais pouvoir la poster dans la foulée. Donc vous me direz en commentaire si ce format vous va ou si au contraire c'est insoutenable d'avoir une vidéo sans montage. Je vais faire au mieux pour que la vidéo soit dynamique, intéressante et que vous teniez jusqu'à la fin. Ok, alors c'est parti. Donc aujourd'hui nous allons parler de cet ouvrage, Être homosexuel aux Antilles, de Caroline Musquet. C'est sur les éditions Caraïbes Éditions. Donc c'est un recueil de 15 témoignages sur cette thématique. Je vais d'abord vous lire la 4e de couverture qui est très intéressante. J'ai cherché désespérément du secours dans le regard de ma mère, mais elle ne me voyait plus. Je n'étais plus sa fille, mais un démon a chassé de la maison. J'ai compris ce soir-là que je ne reverrai plus ma mère. Elle s'appelle Cindy, Simone, Estelle ou Maude. Ils s'appellent Jason, Louis-Georges, Nathan ou encore Pascal. Ils sont 15, femmes et hommes, connus ou moins connus, militants engagés ou pas. Tous ont ceci en commun qu'ils vivent aux Antilles ou en sont originaires, et qu'ils sont homosexuels ou transgenres. Leur orientation sexuelle n'est pas facile à vivre ou à assumer sur des territoires insulaires réduits où la culture de l'anonymat n'existe pas, laissant peu d'échappatoire face aux discriminations, aux insultes et aux agressions. Le poids du contrôle social joue aussi un rôle important au sein des familles antillaises qui tolèrent peu l'expression des différences. Avec leurs mots, ces 15 témoins racontent leurs souffrances, leurs rejets dont ils ont pu être victimes, les tourments qui les ont souvent habités ou leur choix d'assumer ou pas. Avec pudeur et aussi pas mal d'humour, ils font part de leurs amours, leurs expériences, des couples qu'ils ont construits et de leurs rêves d'une vie à deux, épanouie et assumée. Alors sur l'auteur, Caroline Musquet est guadeloupéenne et a vécu sur son île natale jusqu'à ses 18 ans. Après des études d'histoire, elle devient journaliste dans la presse locale, quotidienne en France métropolitaine et exerce ce métier pendant une dizaine d'années. Reconvertie dans la fonction publique, sa passion pour le journalisme ne la quitte pas et elle continue de se pencher sur des sujets sociétaux. Être homosexuel aux Antilles est son premier ouvrage et le fruit d'un travail qui réunit sa passion pour les entretiens et son envie toujours intacte d'écrire et de transmettre. Investie depuis de nombreuses années dans le milieu associatif pour la défense des droits humains et de la lutte contre les stéréotypes de genre, Caroline Musquet a conservé un profond attachement pour son île natale où elle revient très régulièrement. Alors pour tout vous dire, ce livre, je l'ai vu quand j'étais dans une librairie et tout de suite il m'a interpellée. Je me suis dit, il faut que je l'achète, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et pourquoi ? Pourquoi est-ce que personne ne l'a fait avant? Alors merci à Caroline Musquet d'avoir pris le temps de faire cet ouvrage parce que je pense que ces témoignages, c'est extrêmement important qu'on les lise et qu'on en prenne conscience. En tant que communauté martiniquaise, guadeloupéenne, plus largement on va dire caribéenne parce qu'on parle aussi parfois un peu de la Guyane il me semble, il faut qu'on se pose la question de notre ouverture d'esprit, de notre tolérance et de notre manière de traiter les gens, de traiter nos frères et nos sœurs, quel que soit leur genre, quelle que soit leur orientation sexuelle. Alors forcément je l'ai acheté. Et donc je l'ai lu. Alors c'est un livre qui se lit assez rapidement, il est très intéressant. Ce sont des témoignages. Donc des témoignages qui sont distingués dans un sommaire. Et en fait, elle a fait une catégorisation. Vous avez tout d'abord les témoignages des engagés. Donc ce sont des personnes qui sont plutôt militantes pour la cause LGBT, pour la défense de leurs droits. Donc on a Louis-Georges qui est porte-parole, on a Jason qui est juriste et syndicaliste, on a Brice qui est un militant associatif coprésident de Cap Caraïbes. Ensuite, on a une catégorie qui s'appelle les parents. Et là, on a un témoignage. Alors effectivement, Caroline Musquet explique que c'était difficile pour elle de trouver des parents qui acceptaient de témoigner. Et donc, c'est Simone, enseignante à la retraite, engagée et maman au grand cœur. Et donc, elle est parent d'un enfant qui est homosexuel. Et donc, c'est intéressant d'avoir son témoignage en tant qu'antillaise. Ensuite, on a la partie sur les universitaires. Donc, on a Pascal, l'érudit à l'humour ravageur. On a Laura, la spécialiste de l'environnement, ayant pratiqué le coming in, ou comment accepter sa propre homosexualité. On a Moïse, le sociologue, grand voyageur et militant LGBT. On a Maude, la brillante scientifique de 25 ans en crise de foi. Ensuite, on a la catégorie des sportifs avec Nicèse qui est un athlète de 2 mètres. C'est assez intéressant parce que lui, il va beaucoup parler du rapport à la virilité et le fait que comme il est grand, comme il est imposant, en fait, il se fait beaucoup moins embêter par rapport aux autres personnes homosexuelles parce que les gens sont lâches et un peu petits, ont peur parce qu'il a une certaine carrure. Voilà. On a Nathan, Monsieur Muscle.
On a les artistes, et dans les artistes, on a Estelle, la photographe écorchée vive et engagée. On a Judge, musicien trentenaire aux multiples facettes. Et ensuite, on a la catégorie et tant d'autres. Et on a Lionel, l'éternel célibataire fan de Mylène Farmer. Fred, l'amoureux des voyages. Kika, la force tranquille, sportif trentenaire vivant en couple. Et en fait, pour vous donner mon avis sur ce livre. Ce livre est un livre que j'ai adoré parce qu'on nous propose des témoignages de gens qu'on n'entend pas. Et ça a énormément de valeur. Qu'on soit d'accord avec leur manière de s'exprimer ou pas, qu'on soit d'accord avec ce qu'ils pensent ou pas, on n'a rien à dire dès lors que c'est leur vécu qu'ils racontent en fait. Ils ne sont pas en train de militer ou de faire un positionnement ou faire une critique de la société antillaise. Non, ils sont en train de raconter leur histoire, comment ils se sont construits avec cette sexualité, cette orientation sexuelle qu'ils n'ont pas choisie. Ils sont. C'est tout. Ils sont et ils ont le droit d'être. Et en fait, ce livre nous permet de nous questionner en tant que communauté. Sommes-nous une communauté plus homophobe qu'une autre? Alors, souvent, on a cette idée de se dire « Ouais, c'est vrai qu'aux Antilles, on est particulièrement homophobe. » Parce qu'on a beaucoup d'insultes, on se moque beaucoup des homosexuels. Il y a aussi une forme d'insécurité parce que beaucoup se font harceler, etc. Et parfois même attaquer. Et c'est vrai que dans ce témoignage, on constate que beaucoup se sentent seuls. Quand ils ont grandi en fait aux Antilles, il y en a même un qui dit que pendant très longtemps, il pensait être le seul gay de toute la Martinique. Parce que tellement c'était un tabou, tellement il fallait le cacher, tellement il fallait se fondre dans la masse pour ne pas vivre d'une part du harcèlement scolaire, mais aussi ne pas vivre une forme d'harcèlement ou d'acharnement à la maison. En fait, c'est vivre avec un masque, vivre dans la peau d'un autre pour ne pas se faire remarquer et avoir l'impression qu'on est le seul à vivre ça. Et c'est très intéressant d'avoir ces témoignages, de se mettre à leur place et de comprendre que c'est très dur pour un enfant, pour un adolescent et pour un jeune adulte de se construire dans un univers où il n'a pas le droit d'exister. Et finalement, on se rend compte que beaucoup vont parler de leur coming out. Donc, le coming out, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait en tant que personne homosexuelle ou transgenre d'annoncer la nouvelle, d'annoncer ce que l'on est finalement à ses proches, à sa famille, à ses amis. Et on se rend compte que c'est un moment très stressant. Très stressant parce que pour eux, c'est peut-être là où la vie va basculer. On ne sait pas si la famille va accepter, si les amis vont accepter, si on va être chassé, renié de la maison, si on va subir des coups, de la violence ou des conversions forcées. Donc c'est vraiment un moment charnière dans la vie de toutes ces personnes, en tout cas pour la plupart, parce que certains estiment que, au contraire, c'est pas un moment si important et que parfois ça tombe un petit peu à plat. Ça va juste être une annonce faite à la famille sans véritable réaction. Parfois certains sont même un peu déçus du fait qu'il n'y ait pas une vraie réaction. Mais en fait c'est très intéressant parce que ce moment-là, ce moment fort qui, ma foi, déjà a-t-il raison d'exister, parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de devoir dire aux autres ce que l'on est alors que c'est notre droit le plus profond? Eh bien, dans la société dans laquelle on est, oui, ils en ont ce besoin parce qu'ils vivent sous couverture. Et encore plus dans nos sociétés insulaires, effectivement, parce qu'étant sur une île, donc un territoire où tout le monde se connaît, un territoire où c'est difficile d'évoluer sans que la voisine, le voisin, l'oncle, le garagiste soient au courant de ce qu'on fait la nuit, de ce qu'on fait la journée et avec qui. C'est difficile de se construire. Et donc ce moment de coming out, il est très intéressant et c'est super que ces personnes aient accepté d'en parler. On évoque aussi beaucoup la culture antillaise dans son rapport à l'homosexualité. Certains vont parler du carnaval, notamment en Martinique, ce carnaval festif où on a notamment un jour où les hommes viennent habillés traditionnellement en tout cas en femmes et les femmes habillées en hommes et où on voit finalement s'exprimer certaines extravagances et parfois certains homosexuels, justement, peuvent vraiment vivre tels qu'ils sont et se révéler ce jour-là. Finalement, c'est un jour de fête, un jour où on a le droit d'exister et le reste de l'année, non, on n'existe pas. Il y a autre chose, c'est que certains parlent du fait que durant le carnaval, on se moque beaucoup des homosexuels. On a la chanson Ziggy que vous connaissez, on a ce terme makoumé qu'on utilise, on se moque, on caricature en fait la personne homosexuelle. On n'apprend pas au sérieux comme finalement un être humain qui a le droit d'exister. C'est tout de suite un objet de fétichisme, un objet de moquerie et un objet aussi parfois d'harcèlement. Et ça c'est assez terrible, mais beaucoup parlent d'harcèlement scolaire, beaucoup parlent d'insécurité. Ils se sentent en insécurité dans la rue, dans nos îles, parce que voilà, les attaques au couteau, les attaques à la violence tout simplement, parce qu'il y a ce côté où on ne veut pas voir les personnes homosexuelles. Notamment les hommes homosexuels, notamment par rapport à ce côté efféminé qu'on leur reproche parfois. Alors attention, tous les gays ne sont pas efféminés bien évidemment, mais souvent quand un homme est un peu efféminé, on va tout de suite prétendre qu'il est gay et tout de suite on va parfois le catégoriser et
en conséquence, avoir des comportements intolérables à son égard, c'est-à-dire de la violence, des insultes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on constate. Beaucoup d'hommes gays dans ce livre parlent de ça. Au niveau des femmes, donc on a des témoignages de femmes lesbiennes qui parlent et qui expliquent qu'effectivement, elles subissent aussi des discriminations, mais qui sont d'une autre forme, qui sont différentes. En tout cas, tous évoquent le fait qu'il y a une forme d'insécurité, de solitude en tout cas, et que un départ a été nécessaire. Beaucoup expliquent qu'en fait, ils ont dû partir en France pour pouvoir vivre pleinement leur vie à un moment donné. Et que revenir n'est pas toujours simple. Parce que c'est revenir dans un endroit où on a été chassé, parce qu'on n'était pas accepté tel que l'on est. Parce que c'est revenir dans un endroit où tout le monde se connaît, où on voit ce que vous faites, et où c'est difficile de vivre sa vie d'homosexuel, de rencontrer des gens homosexuels et d'avoir une relation homosexuelle comme une relation hétérosexuelle, c'est-à-dire prendre la main de la personne dans la rue sans avoir peur de mauvais regards ou de se faire attaquer. Et ça, c'est très triste. Donc beaucoup parlent d'insécurité, de risque aussi de dépression et de suicide. Et ça, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée. Quelqu'un dit même, en parlant du fait de devoir fuir en France par nécessité, donc partir pour les études ou pour le travail, mais aussi pour pouvoir vivre pleinement sa sexualité et ses relations amoureuses, il dit, pour moi, c'était la valise ou le cercueil. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de cette phrase qui est puissante, qui est incroyable et qui déchire le cœur? La valise ou le cercueil. C'est soit je pars, soit je vais mourir ici. Parce que personne n'accepte ce que je suis, parce que les gens me terrorisent dans la rue, les gens s'attaquent à moi, m'harcèlent, m'agressent. C'est terrible. Et ça, c'est horrible parce que, vous voyez, aujourd'hui, on se plaint. On a même la CTM qui dit oui, on a un problème au niveau de la démographie, tous les jeunes partent, c'est une catastrophe, la population est vieillissante, il faut faire revenir les jeunes. Alors on sait que le débat sur le retour au pays est important et qu'il y a plein de choses qu'il faut faire pour pouvoir faire revenir les jeunes, tout d'abord au niveau de l'emploi, au niveau du logement, au niveau de la vie chère, d'accord. Mais il y a aussi au niveau de nos esprits et de nos mentalités. Combien de gens ont dû partir parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, ils ne se sentent pas en possibilité de vivre tels qu'ils sont? C'est à nous d'évoluer sur ça, de nous poser une question. Pourquoi est-ce qu'autant de gens ont un problème avec les homosexuels, avec les transgenres? Qu'est-ce que ça change à votre vie en fait? Que des personnes, deux hommes s'aiment ou deux femmes s'aiment? Qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien à votre vie. C'est un conditionnement mental pour beaucoup que vous avez de par la religion. De parce que vous pensez que dans la religion catholique, on interdit ça, que c'est contre nature, que c'est le diable. Ce sont des croyances que vous avez. Mais des croyances qui sont infondées et qui sont extrêmement dangereuses. Parce que comme ça, vous discriminez vos propres frères et sœurs qui sont tout à fait dignes de respect, d'humanité, d'amour. Donc c'est un témoignage qui fait froid dans le dos. Et il y a ce Guadeloupéen qui explique que pour lui, la Guadeloupe, c'était une prison à ciel ouvert. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'endroit où tu es né, l'endroit où tu es originaire, l'endroit qui t'a vu naître, l'endroit dans lequel tu as grandi, tu ne te sens pas assez à l'aise à cause de ça. Enfin, pas à cause de ça, à cause des gens. Parce que les gens ont tellement une aversion pour ce que tu es que tu ne peux pas vivre. Et ça, c'est terrible. Donc c'est pour ça que c'est important de lire ce livre pour se mettre à leur place, voir ce qu'ils ont vécu. Alors bien sûr, en termes d'âge, ils n'ont pas tous le même âge, donc c'est pas tous à la même époque. Il y a parfois une différence et heureusement les mentalités évoluent. Plus on avance dans le temps, plus il y a des alliés, des gens qui sont pro-LGBT, des gens qui sont pas forcément concernés. Moi, je suis pas concernée, je ne suis pas homosexuelle, je ne suis pas transgenre, mais en tout cas, je pense que je les soutiens et j'estime que s'ils sont devant moi victimes d'une agression ou d'un harcèlement, je vais réagir. Je ne vais pas laisser passer ça, je suis contre ça. Et donc, c'est très intéressant qu'ils parlent de ça. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui vont parler de la religion, effectivement la religion catholique, qui est très présente dans nos communautés et qui formate beaucoup les esprits. Je ne dis pas que la religion c'est mal, d'ailleurs allez voir ma vidéo sur le rapport entre la religion et l'esclavage. Mais la religion a ce défaut chez nous, parfois, c'est que les gens sont dans la religion sans réfléchir par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'interprètent pas, ils n'essayent pas de penser les choses, de comparer au mode de vie d'aujourd'hui et de se dire, mais foncièrement, pourquoi est-ce que ce prêtre me dit que mon fils qui est homosexuel, c'est mal, c'est le diable? Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? En quoi mon fils, c'est le diable parce qu'il aime les hommes? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change à la vie? Ça reste mon fils. Il est heureux comme ça, et alors? Et donc ça, c'est important, ce rapport à la religion, à la sorcellerie, ces tentatives de conversion qu'il peut y avoir, c'est une forme de violence, bien évidemment. Et donc ils en parlent de ça. On a le témoignage d'un parent qui est intéressant. Donc c'est une mère de famille qui explique que lorsqu'elle a compris que son enfant était homosexuel, bon,
Elle n'a pas tout de suite bien réagi, elle n'était pas pro-LGBT, on va dire, mais elle a fini par accepter. Mais dans son témoignage, c'est un témoignage très sincère. Comme je vous l'ai dit, c'est un livre de témoignages. On n'est pas là pour faire un essai politique, etc. C'est des témoignages bruts, c'est leur sincérité, leur manière de s'exprimer. C'est intéressant parce que cette mère de famille, retraitée, donc on imagine déjà l'âge et la génération, hein, elle explique que, son enfant a fait ce choix-là de vie, c'est vrai qu'elle ne le comprend pas forcément, mais qu'elle l'accepte. Et donc elle parle de choix, comme si l'homosexualité était un choix. Mais parce que pour les personnes, parfois, de cette génération, c'est compliqué, c'est plus compliqué que pour nous de comprendre et d'être ouverts sur ces questions. Parce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes médias, ils n'ont pas accès aux mêmes contenus, ils n'ont pas accès aux mêmes témoignages, justement. Et vous voyez, quand nous, on a accès à ça, justement, ça nous permet d'évoluer et d'être plus ouverts d'esprit. Donc, il y a parfois de la maladresse dans certains témoignages où on se dit « Ouh là, c'est un peu limite ce qu'elle dit, ouh là, la manière de parler, est-ce qu'elle n'est pas en train de tirer sur les divas, l'archétype de l'homosexuel diva quand il dit ça ?» Mais c'est de la sincérité en fait, c'est un témoignage. Un témoignage, c'est « je vous dis ce que je pense, je vous dis ce que je vis ». Donc moi, j'ai bien aimé. Il y a aussi plein de questions, donc comme je vous ai dit, par rapport à la virilité et le côté efféminé, on se rend compte qu'en fait, dans l'homophobie qu'il y a, en tout cas, pas spécifiquement aux Antilles, mais de manière générale, il y a un plan en fait très sexiste où ce qu'on reproche beaucoup aux homosexuels, c'est d'être, de certains homosexuels en tout cas, c'est d'être extravagant et d'avoir un côté efféminé, comme si être efféminé c'était quelque chose de mal. Finalement, se rapprocher de ce qu'on imagine être une femme, c'est mal. Donc c'est très paradoxal. Et bien sûr, il y a aussi toute la question du fétichisme autour des femmes lesbiennes qui vivent beaucoup ça malheureusement. Donc c'est très intéressant. On a aussi tout un point qui va être abordé par beaucoup de gens sur le côté militant. En fait, si on est homosexuel, on finit souvent par devenir militant malgré soi. Parce que se battre pour avoir des droits est une nécessité. Et en fait, c'est triste que des gens doivent jouer les professeurs, doivent jouer les militants, les syndicalistes pour pouvoir exister. Mais c'est ce qui se passe dans les faits. Ils doivent s'engager parce qu'ils se sentent parfois seuls dans leurs injustices qu'ils vivent. Ils ont besoin de se regrouper entre personnes qui partagent la même chose et ils ont besoin de faire évoluer les lois, faire évoluer les mentalités. Et c'est un travail qui est pesant, qui est difficile et qu'ils sont quasi obligés de faire parce qu'il en va de leur survie. Donc c'est difficile de vivre sa vie, je pense, à leur place, dans une certaine frivolité et inconscience, quand au quotidien, on doit être sur le qui-vive, sur la méfiance, dans la méfiance. Bien sûr, ce n'est pas des témoignages qui sont que négatifs, on a quand même de l'humour, de la positivité, c'est vraiment un très bon livre, c'est pas déprimant, hein. Là je vous donne des aspects négatifs parce que je veux qu'on travaille là-dessus en tant que communauté, mais c'est pas déprimant. Il y en a qui sont un peu plus positifs, qui expliquent que finalement ça s'est bien passé, que certes ils ont perdu quelques amis, mais ils en ont gagné des nouveaux, qu'il y a quand même des avancées, notamment une Gay Pride qui a été organisée déjà depuis plusieurs années en Martinique. Je crois que la première Gay Pride a eu lieu au Carbet et que c'est soutenu par certains maires, donc il y a une avancée. Vous voyez, on est sur des témoignages qui sont positifs quand même pour l'avenir. On n'est pas sur un témoignage défaitiste et fataliste. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Donc, il y a aussi des témoignages de personnes transgenres aussi. Donc, c'est assez intéressant. Ça ouvre le débat sur ce sujet qui est encore plus, je pense, tabou aux Antilles. Enfin, déjà que l'homosexualité, c'est pas encore vraiment accepté. Le débat sur les transgenres, c'est un débat... il n'y a pas à avoir de débat, en fait, je dis débat, mais ce n'est pas un débat. Je veux dire, la question des transgenres, le vécu des transgenres, il est encore moins entendu parce que on n'est pas encore sur ça. Je crois que là, il faut qu'on ouvre l'esprit, il faut qu'on s'ouvre l'esprit, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent et d'être ce qu'ils veulent et ce qu'ils sont en réalité. Désolée si parfois mes propos sont maladroits, hein. Je m'excuse, je ne maîtrise pas forcément tous les termes, voilà, je suis juste une personne qui essaye de respecter les autres. Je fais du mieux que je peux, mais il est possible que dans ma manière de m'exprimer, je n'utilise pas les bons mots et excusez-moi. Hein. Je sais qu'on ne doit pas dire transsexuel, qu'on doit dire transgenre, voilà, donc j'essaie de penser à le dire, mais voilà, c'est pas évident. Donc finalement, c'est un très bon livre. Alors il coûte 23 €, donc c'est un prix qui est quand même un peu élevé pour un livre, mais vu le travail que ça a pris pour le faire, enfin moi, c'est pas un prix qui me choque. Voilà, mais on va dire que oui, 23 €, c'est quand même un prix voilà, qui est là. Mais c'est un livre très agréable à lire. Au niveau lecture, tout le monde peut le lire, même quelqu'un qui n'aime pas trop lire, qui n'a pas trop de vocabulaire ou quoi. C'est accessible à tout le monde, vraiment, il ne faut pas hésiter. C'est très utile, c'est quand même inspirant, ça permet de se projeter, de se dire qu'il
il y a de l'évolution, il faut qu'on y travaille, ça va être un travail collectif. Et je pense que pour les jeunes qui sont concernés justement par cette question de l'homosexualité, ça peut être bien justement de voir par quoi sont passés vos prédécesseurs, des gens qui le vivent encore aujourd'hui, qui l'ont vécu hier, qui le vivront demain, et permettre aussi une certaine cohésion, une certaine remise en question collective. Alors effectivement sur ce livre, je le conseille donc à tout le monde. Et moi, j'avais une question à vous poser, vous, personnes concernées, parce que je ne suis pas concernée par ce sujet, donc je parle en tant qu'allié, mais je ne suis pas concernée. Vous, en tant qu'homosexuel, j'ai une question. Dans notre communauté caribéenne, on a beaucoup de plans de la culture qui sont clairement homophobes, notamment de la musique, au niveau de la dancehall. Il y a énormément de sons, plutôt côté jamaïcain souvent, mais côté Guadeloupe-Martinique quand même, mais un peu moins de nos jours. Parce que les artistes ont peur d'être dans la sauce et que les modalités ont évolué heureusement. Mais il y a beaucoup de sons, on va dire de classiques vraiment de la dancehall qui sont clairement homophobes, où on dit brûlons les gays, voilà, clairement. Voilà. Alors certes, on ne parle pas forcément tous le créole jamaïcain, on n'a pas tous le patois, enfin, pas le patois, on n'a pas tous le créole jamaïcain et les mots. C'est vrai qu'eux, ils ne vont pas dire gay, ils vont dire chichi, ce genre de mots. Et ma question c'est, vous, personne homosexuelle, mais caribéenne, je parle pas aux blancs, parce que les blancs, ils ne connaissent pas, enfin, je ne parle pas aux gens qui ne sont pas, en tout cas, dans la culture caribéenne. Tu peux être blanc et être dans la culture caribéenne, tu peux être noir, indien, ce que tu veux. Mais en tout cas, les gens qui sont dans la culture caribéenne, qui aiment ce type de musique, comment vous vous sentez face à ces musiques qui, clairement, vous insultent, demandent votre mort, demandent qu'on vous brûle, qu'on vous décapite? Parce que moi, je vous le dis, je suis vraiment une fan de dancehall et j'écoute ces musiques. Je connais le sens, mais en tant que personne non concernée, c'est vrai que j'ai le privilège de passer au-dessus et de ne pas me prendre la tête là-dessus. C'est pas mon premier réflexe de me dire « Oh, mais là, il est en train de dire brûler les gays quand même ». S'il le disait en français ou en créole martiniquais, comme je le comprendrais de manière tellement offensive, j'aurais du mal à m'ambiancer dessus, parce que ce serait trop violent. J'aurais trop l'impression de m'ambiancer sur l'homophobie. Mais quand c'est en créole jamaïcain ou autre, j'avoue que c'est pas mon réflexe premier. Et donc ma question, c'est vous, est-ce que vous passez au-dessus parce que ça fait partie de la culture et que c'est des sons à l'ancienne et donc à l'époque les mentalités n'étaient pas comme ça et donc ça vous dérange pas trop? Ou est-ce que pour vous, vous boycottez ça parce que ça vous offense vraiment? J'attends votre réponse parce que notamment moi personnellement, le générique de ma chaîne YouTube, le son que vous entendez, qui est un remix d'un DJ, c'est un son clairement homophobe. Je le sais en soi, je pense que je l'ai toujours su, mais au moment où j'ai choisi la musique, je ne me suis pas posé la question parce que, voilà, en tant que personne privilégiée qui ne pense pas à ça, j'ai pas eu le réflexe de me dire « mais attends, les paroles sont homophobes ». Maintenant que je le sais vraiment et que je me dis « ouais, quand même, c'est pas… » Voilà, je vous pose la question, vous, mes abonnés, qui suivez ma chaîne, vous qui avez conscience en fait que je ne suis pas homophobe, en tout cas, je fais tout pour ne pas l'être, voilà. Est-ce que ce générique vous offense? Et si ce générique vous offense, je vais le changer directement. Mais j'attends votre réponse parce que je sais que c'est pas évident. Parce que c'est aussi un plan de la culture, en fait, ce type de musique. Donc, est-ce que vous, tout comme la musique Ziggy du carnaval, quoi. Ziggy, ça s'appelle Ziggy, c'est un macoumet. Bon, bref, c'est un son. Bon, on n'est pas en train d'insulter les gays, mais on est en train de se moquer d'eux, clairement. Donc, est-ce que vous. Voilà, quel est votre positionnement? Moi, j'arrive pas à avoir un positionnement. Je peux pas vous mentir. Je peux me passer de la chanson Ziggy. Moi, qu'on la chante plus au carnaval, je m'en fous. Mais les sons dancehall classiques, voilà, c'est compliqué. C'est vraiment des très bons sons, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces sons-là? Donc j'attends votre avis, j'ai besoin de vous là, les gars. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si ce générique vous offense, je le change, il n'y a pas de souci. Et en soirée, comment vous réagissez quand il y a ce type de musique? En tant que personne concernée, en tant que personne homosexuelle, quand il y a une musique qui passe qui dit qu'on veut brûler les gays, mais qu'il y a une musique connue que tout le monde aime parce qu'elle ambiance de fou et que c'est un classique de la dancehall, comment vous réagissez? Quel est votre positionnement là-dessus? C'est très compliqué, effectivement. Donc je vous laisse y répondre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui a été faite sans aucun montage. J'ai parlé sans discontinuer là, c'était très sportif. J'espère que ça a été. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Soit vous me dites que ça va, ça passe, ça se regarde, il n'y a pas de souci. Et du coup, je saurai que je pourrais avoir recours à cette méthode quand vraiment c'est short, que j'ai vraiment pas le temps de faire une vidéo avec un montage, etc. Et du coup, j'utiliserai cette méthode-là. Soit vous me dites que vraiment c'est pas regardable, que c'est beaucoup mieux avec du montage. Et dans ce cas-là, je prendrai plus de temps et il n'y aura peut-être pas une vidéo par mois. Mais n'hésitez pas, voilà, à me laisser des commentaires. Si vous appréciez la chaîne et son contenu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'à mon Instagram, à mon compte Twitter, etc. Donc je vous laisse sur ces belles musiques, sur ces belles notes. On se reverra pour une prochaine vidéo au mois de mars. Si Dieu veut, Inch'Allah, on verra bien.
et je vous embrasse. À bientôt la famille.